Bonjour à tous, donc on est en compagnie de Brigitte Leblanc, qui est la directrice de la collection Le Rayon Imaginaire, qui est née en octobre chez Hachette Heroes. Donc Brigitte, bonjour. Bonjour. Et déjà, ma première question, c'est qui es-tu pour Hachette et même globalement Hachette Heroes et pour t'avoir lancé ce challenge de Rayon Imaginaire? Donc, eh bien, chère Louise, je suis donc éditrice chez Hachette. Je suis directrice éditoriale de maison de jeunesse illustrée chez Hachette depuis fort longtemps dans cette belle institution. En fait, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai eu envie de proposer à Hachette de créer une collection qui répondait complètement à ce que j'aimais et ce qui me passionnait dans la vie, qui était les littératures de l'imaginaire au sens large. Tout ça, c'est né d'un bonheur de lectrice, d'un plaisir absolu de passionnée, et ce depuis fort longtemps, depuis mon adolescence. Et j'avais envie de proposer à Hachette de faire naître une collection qui n'existait pas encore en fait dans cette maison, qui était de faire découvrir des voies de l'imaginaire. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'est né le Rayon Imaginaire en fait. Et on m'a donné carte blanche. Et donc toi, tu te considères comme une fan du monde de l'imaginaire, mais en même temps, tu travailles chez Hachette Jeunesse, c'est ça? Ouais. Donc c'est en tant que fan, tu t'es dit, je vais lancer ça. Et quelles sont tes références toi, en tant que fan de science-fiction? Voilà. C'est plus la fantasy, la science-fiction où est-ce que tu te situes sur le scope de l'imaginaire? Alors c'est très intéressant comme question parce que je prétends pas du tout être une spécialiste, par exemple. D'abord, je suis une amoureuse de littérature tout court. Je suis une amoureuse de l'imaginaire dans le sens où je crois que l'imaginaire donne de la grâce au quotidien et donne du bonheur d'émerveillement et permet sous le masque de ces inventions d'écrivains, permet de parler de ce que nous sommes nous et de nos choix et de nos vies et de nos sociétés et de nos humanités, en fait, tout simplement. Donc, je suis avant tout une amoureuse de littérature au sens large. Il se trouve que l'imaginaire, je trouve, nous permet de toucher ça plus directement et m'émerveille, moi, en tant que lectrice, à cause de la créativité de leurs auteurs et de l'inventivité de leurs auteurs. Citer des noms, on y serait encore jusqu'à demain. Ouais, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes débuts dans la science-fiction Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans mes débuts dans la science-fiction, par exemple? Je pense que le plus grand choc de ma vie, ça a été Hyperion de Dan Simmons. Ok. Donc un gros bébé. Un énorme bébé. Très touffu parfois. Très touffu, mais passionnant, intelligent, bien écrit. Riche. Extrêmement riche. Maintenant, ça c'est de la SF, vraiment identifiée SF. Maintenant, moi je suis pas super fan des étiquettes et je suis pas très à l'aise avec les étiquettes. Et par exemple, je peux adorer autant dans l'imaginaire ce que va apporter Borges ou même Garcia Marquez que des écrivains plus ciblés, plus précis. Bordage a enchanté mon adolescence, par exemple. Avec les Guerriers du Silence, absolument, Absalon. Tout à fait. J'ai quelques petites références. Ça, c'est complètement fondateur dans mes bonheurs de lectrice, mais c'est extrêmement ouvert et je me préoccupe assez peu des genres c'est pas ça qui va guider ni mon intérêt ni mon plaisir. En fait. Bah, tu me permets de faire une belle transition sur le Rayon Imaginaire, parce que justement, le Rayon Imaginaire contient tant du fantastique, même si en faisant fi les étiquettes, il y a du Mary Shelley, il y a du Frankenstein, il y a du Heinlein, donc tu vas nous parler juste après parce que c'est un peu important, je trouve, de mettre en avant à la fois les nouveautés, enfin les auteurs qui viennent d'émerger. Tu as spoté aux États-Unis, je crois, Alexia Harrow, c'est ça? Et à côté, plus anciens, des classiques que tout le monde devrait lire à un moment ou à un autre dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. On peut. Alors, pourquoi le Rayon Imaginaire, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à trouver ce nom-là? Parce que c'est le rayon inspiré du rayon fantastique, tu me disais. Ouais. Et pourquoi ces choix un peu éditoriaux? Alors, donc, le Rayon Imaginaire s'appelle le Rayon Imaginaire parce que j'avais envie de faire un petit hommage au Rayon Fantastique. Le Rayon Fantastique, c'est une collection mythique quand on est amateur de SF, essentiellement, ou de fantasy, au sens large, et qu'on a mon âge, on n'a pas pu passer à côté.
C'est une collection qui a existé, allez, grosso modo, on va dire dans les années 60, qui était co-dirigée par Hachette et Gallimard, ce qui était déjà quelque chose d'assez original, et qui a découvert littéralement tous les grands auteurs de science-fiction et qui les a fait connaître au public français. Français ou c'était des Les auteurs? deux. Ok. Voilà, il y avait des auteurs français et il y avait des auteurs américains, essentiellement américains, évidemment, mais ça va de Van Vogt à Asimov, en passant par... Enfin, tout le monde était dedans. Robert C. Clarke, enfin vraiment tout le monde était dedans. Arthur C. Clarke, pardon, tout le monde était dedans. Et ça s'appelait Le Rayon Fantastique. Et je crois profondément en tant qu'éditrice qu'on ne vient pas de nulle part. On est nourri des lectures qu'on a eues, on est nourri des découvertes qu'ont fait d'autres éditeurs avant nous. Et nous-mêmes, on va transmettre quelque chose d'autre envers un public et on va donner à découvrir d'autres voies. Donc j'avais envie de m'inscrire dans cette histoire-là. Je trouvais que c'était un bel hommage. C'est aussi une sacrée responsabilité. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Le Rayon Imaginaire. Et dans le rayon imaginaire, il y a ce double jeu sur le rayon, évidemment, en librairie, bon, peut-être, mais aussi le rayon, dans le sens le faisceau de lumière porté sur ces auteurs-là. D'accord. Et le fait que je considère qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on va donner à notre tour, c'est aussi ce qui explique que je fais des choix où, à la fois, j'ai envie de découvrir des nouvelles voies, étrangères ou françaises, et à la fois j'ai envie de faire redécouvrir des choses soit qui mériteraient une nouvelle traduction, soit qui ont été un peu oubliées, il y en a dans le programme de 2022, soit comme le Heinlein qui est là, le Destination Oui, parce que Brigitte a ramené toute une cargaison de beaux livres, de bébés, ouais. Comme le Heinlein qui est là, par exemple, de faire découvrir un titre qui n'avait jamais été publié en français. Alors que Heinlein est très connu en France et très... Et pourquoi il n'a jamais été publié en France, tu sais? Alors, pourquoi? Je n'étais pas dans la tête des éditeurs de l'époque, mais ce titre, donc, que nous on a appelé Destination Outre-Terre, qui est traduit par Patrick Imbert, ce titre a été écrit par Heinlein dans une collection publiée à la fin des années 40 et dans toutes les années 50, qui était des juveniles. Ah oui, c'est ce que tu me racontais. Chez Scribner. Donc les juveniles, c'est vraiment le passage pour Heinlein de j'écris des nouvelles qui sont publiées dans des pulps à je me mets à écrire des romans. Et ces romans étaient conçus pour du jeune lectorat. C'est un peu les prémices du young adulte, même si ça ne s'appelait pas exactement comme ça s'appelait les juveniles. Et l'idée, c'était d'écrire des romans où on avait un héros masculin, c'est les années 50, un héros masculin à cet âge d'entrée dans l'âge adulte, confronté à une situation nouvelle et différente, et obligé de faire des choix, et sur quoi se fondent ces choix, et comment il les vit, et ce qu'il en fait. Donc, ce titre avait été publié dans les Juveniles, comme 11 autres d'ailleurs, presque 12 autres, puisque Starship Trooper, qui sera le grand titre connu aussi grâce à Verhoeven de Robert Heinlein, avait été écrit pour être publié dans les Juveniles. D'accord. Il n'a pas été publié dans les Juveniles finalement, Scribner l'a refusé, mais peu importe. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ce titre avait été proposé à des éditeurs français qui ne s'intéressaient pas à ce genre de littérature pour la jeunesse, enfin pour ce jeune lectorat à cheval entre l'enfance et l'âge adulte, et qu'il avait été refusé. Et ensuite, il est entré sur les backlists des agents et on n'y a plus pensé et on ne s'y est pas intéressé. Maintenant, il faut savoir qu'aux États-Unis, tous ces titres-là sont publiés en adulte depuis le début des années 80. D'accord, il a été remis au goût du jour. Mais tout à fait. Et en réalité, quand on le lit, ce n'est pas du tout un roman pour les enfants. C'est un roman qui peut intéresser tous les publics, tous les âges, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'il pose des questions de choix et d'humanité et qu'il est profond, intelligent et intéressant. Bah écoute, vas-y, je t'en prie, n'hésite pas à évoquer tout de suite Destination Outre-Terre. Alors, après, on évoquera peut-être ceux que tu veux, donc que tu as la volonté de projeter comme des classiques, comme Alexis Harraud. D'accord. Mais vas-y, n'hésite pas. Notamment, il y a le Marie Shelley aussi, en gros, tu as lancé la collection avec Alexis Harraud, donc. Voilà. Donc les 10 000 portes, de January. Donc, qui est très beau. Donc là, je pense que vous ne voyez pas forcément avec le reflet, mais c'est une sorte de doré. Voilà. Alors, c'est très très important. Oui. Je pense qu'un livre, c'est un cadeau et j'avais envie que les livres soient les plus beaux possibles. On a fait le choix de couverture blanche
parce que, et ça va avec ce désir de s'adresser au plus grand nombre de lecteurs possible et de dire la SF, la fantasy et tous ces genres qu'on range sous le mot imaginaire ne sont pas réservés à un petit public choisi. Ce sont des livres qui peuvent s'adresser à tous parce qu'ils nous parlent à nous. Donc j'avais envie que les couvertures soient blanches parce que souvent ce code des couvertures assez dark, voire noires ou illustrées, ça peut être vécu comme une espèce de frontière pour le public qui n'en a pas l'habitude ou qui ne s'y intéresse pas, le sentiment que peut-être c'est pas pour eux. Et moi je crois que c'est pour tout le monde. Donc ça c'était le premier choix, les couvertures blanches. Ensuite on a essayé de faire de beaux objets. Donc oui, chaque livre a un fer de couleurs différentes. Il y a un petit embossage sur le titre, ça ne se voit pas du tout. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop les termes de l'édition, l'embossage c'est en relief. Ouais, c'est ça, c'est du relief. Ça c'est du relief. J'ai envie que chaque livre soit un cadeau parce que la lecture c'est un cadeau, parce que la littérature c'est un cadeau. Voilà, ils ont des rabats qui permettent de parler de l'auteur. C'est un bel objet. C'est clairement, et le rabat arrière, il y a le petit manifeste du rayon imaginaire pour qu'on s'y retrouve. Ce sont de beaux objets parce que les livres sont des cadeaux. Voilà, ouais, donc ça c'est très important à mes yeux. Je pense que c'est une très bonne ligne de conduite pour le livre, pour l'édition en général. Comment dire que le lecteur lui-même évangélise après en offrant lui-même les beaux livres. Et c'est quelque chose qui essaye de ne pas avoir de frontière de code, parce que justement j'ai envie que moi ces livres aillent vers le plus de lecteurs possible. Donc si on revient à Destination Outre-Terre, alors c'est simple, l'humanité se meurt petit à petit, parce que la Terre n'a pas assez de ressources. C'est très actuel. C'est assez actuel. Est-ce que c'est actuel? Oui, d'une certaine façon, on peut dire. Je veux dire que les thèmes, en tout cas, sont très actuels. Oui, parce qu'il a été écrit, tu disais, dans les années 40. Celui-ci a été écrit en 1955. 1955. Voilà, 1955. Ah. Le début des Gémenas, c'est 47, mais celui-ci est de 1955. En fait, la Terre se meurt de surpopulation. Donc, il a fallu explorer les étoiles. Et l'humanité a construit des portails qui permettent d'accéder directement vers des étoiles. Et on est donc dans une logique de colonisation de l'espace pour pouvoir aller s'étendre plus loin. On propose à la classe d'âge des jeunes des missions survie à ceux qui auront envie de devenir colonisateurs sur ces étoiles. Et ces missions survie, c'est une façon de les tester, c'est une façon de voir comment ils s'en sortiront et s'ils seront quelque part éligibles à ce statut-là. D'accord. Donc, une classe d'âge de volontaires qui s'échelonne grosso modo entre 16 et 25 ans, chaque année est envoyée par le biais de ce portail sur une étoile, une planète. Ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas où elle se trouve, ils ne connaissent pas ses conditions climatiques, ils ne connaissent pas ni sa faune ni sa flore, ni quoi que ce soit, c'est à l'aveugle. Donc ces jeunes doivent se préparer. Qu'est-ce qu'on emporte? Est-ce qu'on emporte des vêtements chauds? Est-ce qu'on emporte des vêtements froids? Est-ce qu'on emporte de quoi se nourrir? Est-ce qu'on emporte des armes? Est-ce qu'on aura besoin d'armes? Est-ce qu'on emporte de quoi se défendre? De quoi attaquer? À quoi est-ce qu'on doit penser pour survivre sur cette planète dont on ne sait rien? Donc c'est la première des grands choix qu'on peut faire en se posant des questions. Et notre héros est donc envoyé, et chacun part individuellement, tout seul, envoyé dans l'espace. Il arrive sur cette planète, et la seule consigne qu'on leur a donnée, c'est attention au stobord. Oh, stobord? Stobord, d'accord. Mais personne ne sait ce sont les stobords. Et en théorie, on est allé chercher au bout de 3 jours. Mais en pratique, le portail se referme, et il ne se réouvre plus. Donc il va falloir survivre sur cette planète. Il va falloir trouver à manger et ensuite retrouver les autres parce qu'on a été expédié tout seul. Est-ce que le fait de croiser les autres va mener à des combats, des affrontements? Est-ce qu'au contraire on va choisir de s'allier? Est-ce qu'on va se faire confiance? Et si on se fait confiance et qu'on construit ensemble pour survivre et qu'on construit une société, sur quelle base philosophique on va construire cette société? Sur quel choix? D'accord. Il y aura des règles? Ok. Sur quelle philosophie les règles? Qui décide des règles? Qui a le droit de discuter des règles? Qui a le droit de rédiger les règles? C'est ce que j'allais te demander, parce qu'on associe souvent donc, Starship Trooper à Heinlein, qui brosse en gros une société militariste. Est-ce qu'on retrouve ces thèmes-là, ou est-ce qu'il a totalement changé son écriture, ses thèmes philosophiques, sans spoiler, sans trop spoiler? Je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même une chose très importante à dire de ce roman-là, c'est que Heinlein a été taxé. Heinlein a beaucoup produit, c'est un écrivain très prolifique, et il a été
taxé de tout et de son contraire. Effectivement, il a été taxé de véhiculer des idéologies militaristes. Mais on a pu aussi l'accuser de véhiculer, de promouvoir, par exemple, l'amour libre, ou parce que dans certains romans, il exploite ce genre de thème. Enfin, il est un peu partout et nulle part à la fois. Et ce livre-là, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que, d'une certaine façon, c'est une relecture de Sa Majesté des Mouches, de Golding. Ah oui, d'accord. Ce roman anglais qui est un grand classique de la littérature, où on envoie des enfants se retrouvent sur une île déserte, et comment survivent-ils? Et en fait, ça mène à une forme de sauvagerie et de barbarie. Et en vérité, ce qui se passe chez Heinlein, c'est que c'est une réécriture de Sa Majesté des Mouches. Moi, c'est ma lecture de ce roman. Okay. Mais c'est le contraire. En fait, ces jeunes adultes vont faire le choix de se parler, se faire confiance. Et c'est un roman profondément humaniste sur comment construit-on des règles pour vivre ensemble, comment peut-on vivre ensemble, quelle place ont les hommes et les femmes. Par exemple, c'est pas du tout un roman misogyne. Les femmes dans ce roman sont de vraies figures puissantes et fortes. Elles défendent les constructions de villages. Elles se battent contre les prédateurs quand il y en a. Elles ne sont pas réduites du tout à un rôle, j'allais dire, classique dans les années 50. Ouais, c'est ça, je m'occupe de la nourriture et toi, le foyer, quoi, va tuer le mammouth. Pas du tout. Ça. Donc c'est un roman profondément humaniste sur ce thème de la survie et surtout sur ce thème de qu'est-ce qui fait société, nous, les uns avec les autres, et ce qu'on choisit entre nous, de décider comme étant la bonne règle. Et ça, je crois que c'est un sujet assez actuel. Oui, très bien. Et alors, Alix Yarrow? Parce que Alix Yarrow, c'est ce que tu espères deviendra un classique. J'en suis assez persuadée même. Ouais. Alors, Alix Yarrow, c'est une jeune autrice américaine. Elle a à peine 30 ans, fabuleusement douée, que j'avais découvert par hasard en lisant une première nouvelle qu'elle a écrite en anglais. Grâce à un ami américain. Et quand j'ai lancé le rayon imaginaire, le premier nom auquel j'ai pensé, c'était elle. Je me suis dit, si cette femme a écrit des romans, cette femme doit être dans le rayon imaginaire, je suis certaine qu'elle a des choses à dire. Son premier roman, donc Les 10 000 portes de January, c'est un roman de fantasy, on pourrait considérer d'une facture assez classique, dans le sens où c'est de la littérature de portail. Okay. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Une petite fille, un jour, dans un champ, trouve une porte. Et cette porte ouvre sur d'autres mondes. Et à travers ces autres mondes, on va découvrir toute une façon de raconter, la création, l'écriture, l'invention, car toutes ces portes ouvrent sur des histoires. D'accord. Et ces histoires nous constituent. Des histoires ou des mondes? Des mondes et des histoires. D'accord. Okay. Car dans ces mondes, certains de ces mondes sont gouvernés par l'écrit. Et petit à petit, cette jeune héroïne va découvrir que tout ce qui s'écrit peut devenir vrai et que par l'écrit peut intervenir la magie. Ok. Et ça, c'est à la fois, une évocation symbolique du pouvoir de l'imaginaire et de l'écriture. Donc c'était génial que ce soit le premier titre de la collection. C'est un peu notre marraine, Alix Yarrow. C'est fabuleusement écrit, c'est très intelligent, ça se dévore vraiment parce qu'on suit cette jeune fille qui va se créer sa propre famille en fait, pour partir à la découverte des secrets de son ascendance, des secrets de son père, des secrets de sa mère. En fait, l'histoire du monde est liée à sa propre histoire. Okay. J'espère que je suis suffisamment mystérieuse. Et ça tisse bien, et puis tu fais rêver un peu, je pense, de tous les écrivains qui rêvent que leur monde soit réel, quoi. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est un roman d'aventure, c'est un roman d'amitié, c'est un roman de découverte, et c'est de la littérature de portail comme on l'aime, quand on aime l'imaginaire, tout en parlant de nous aussi, je crois, car ces 10 000 portes qui jalonnent le monde, en réalité, il y a une organisation maléfique, qui ferme les portes les unes après les autres. Il va falloir empêcher ça. D'accord, ok, pour éviter d'éteindre toutes les histoires. Et Alix Yarrow, donc c'est une autrice à laquelle je crois vraiment beaucoup. On a eu la grande chance qu'elle vienne l'année dernière. On a sorti le livre en octobre. Elle est venue aux Imaginales. Ouais, super. Elle a fait quelques causeries, elle a fait quelques signatures. Ça s'est formidablement passé. On s'est rencontrés. C'est une vraie belle rencontre humaine. Nous publions en octobre de cette année son deuxième roman qui s'appelle Le Temps des sorcières.
où elle est allée jouer avec cette figure de la sorcière et de la magie dans nos vies, et finalement, qu'est-ce que la magie ? Y a-t-il des sorcières ou ne sommes-nous pas tous un peu sorciers et sorcières ? Et comment se dissimule la magie dans nos vies ? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas par le biais également de la littérature, des contes, peut-être des comptines, voilà, c'est un grand roman, une grande geste où on suivra 3 sœurs qui découvrent ce qu'il y a à découvrir autour de cet univers de la sorcellerie. Et en octobre, justement, il y a quelque chose d'assez particulier qui arrive aussi. Tu m'en as parlé, tu m'as teasé beaucoup. C'est Fabrice Collin, qu'on n'a pas revu depuis 10 ans, une dizaine d'années dans l'imaginaire. Donc il avait écrit... alors Fabrice Collin, c'était... Alors Fabrice Collin, il est prolifique. 4 fois... Voilà, c'est un écrivain prolifique. Il a écrit un très grand nombre de romans. Je ne serais même pas capable de les compter. Ouais, moi non plus. On va dire 80. C'est un des grands auteurs français de l'imaginaire. Il est 4 fois Grand Prix de l'imaginaire dans 4 catégories différentes. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'il n'en écrivait plus, qu'il s'était tourné vers d'autres... démarcher Je ne l'ai pas démarché, c'est une rencontre. Un peu le fruit du hasard. C'est une rencontre, un échange. Et voilà, l'envie est revenue chez lui de réécrire de l'imaginaire. Et je suis extrêmement heureuse et honorée et fière de l'accueillir dans le rayon imaginaire. En octobre, nous allons donc sortir un roman qui s'appelle Golden Age. Alors, je dirais qu'une des caractéristiques de Fabrice Collin, en dehors d'être une très belle plume, un styliste, c'est quelqu'un qui n'est réductible à aucune étiquette. Donc ça ne pouvait que me plaire. Et c'est quelqu'un qui se préoccupe de tisser de l'imaginaire dans ses récits. D'une certaine façon, son roman appartient absolument autant à la littérature générale qu'à la littérature de l'imaginaire. Mais il y aura évidemment de la magie. Il y aura évidemment cette forme de ce que les Américains appellent le réalisme magique. Ils ont un mot, les Américains, ils disent speculative fiction, et ça lui va très bien, mais en réalité, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Si je peux en dire quelques mots, qu'est-ce que je dirais sans trop dévoiler ? Qu'est-ce que tu as le droit de dire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ? Qu'est-ce que Fabrice t'a autorisé à dire ? C'est un roman qui se passe dans une altère Angleterre, au début du XXe siècle. On va être dans la campagne anglaise. On va être dans un manoir où sont réunis des écrivains, parfois vieillissants, chacun avec leur propre histoire. Et ces écrivains connaissent une baisse d'inspiration. D'accord. Pourquoi ? Parce que la guerre menace. Et si la guerre menace, les faits et tous les personnages du haut peuple et du petit peuple commencent à déserter ce monde. Et peut-être que c'est la source de leur inspiration. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est un roman qui sera tissé de tout cet imaginaire et de toute cette magie, et de l'envie aussi de parler d'inspiration, de création, et aussi de relations humaines, parce qu'on va voir se dessiner toutes sortes de choses à travers ces individus qui interagissent. Comme souvent chez Fabrice, c'est multi-référencé, ça fait des clins d'œil à beaucoup de figures d'écrivains anglais qu'on reconnaîtra, mais pas seulement. Il y aura aussi des enfants et on verra les choses aussi à travers leur regard. Voilà. Donc ce sera la magie qui crée les auteurs plutôt que l'inverse. On ne peut pas résumer ça aussi clairement, pas du tout, mais on peut dire que les auteurs puisent peut-être quelque chose dans un terreau qui est si riche et qui pourrait être si fragile s'il est menacé par la guerre. Ok, ça me rappelle les thèmes un peu abordés par Tolkien, surtout le côté nature contre industrie, contre destruction de la nature. On peut établir des parallélismes, oui, certainement, absolument. Et c'est un roman par essence qui peut s'adresser à tous. Et ça, c'est aussi grâce à la plume de Fabrice, qui est si belle et si poétique et si riche et si multi-référencée. On le lit, on est emporté dans cet univers. Et c'est aussi ça qui est fort dans ce roman. Donc là, tu m'as parlé de classique.
Donc les classiques, ça va être Robert Heinlein, Mary Shelley, Ouais. et de nouveaux auteurs anglo-saxons, Ouais. qui sont Alix Yarrow, qui est, donc tu dis, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. C'est son C'était deuxième, troisième, ça c'était c'est son premier roman. Ok. Je publie le deuxième et l'année prochaine, nous publierons le troisième. Et là, il y a Fabrice Collin qui arrive, mais est-ce que les jeunes auteurs français ont leur place? Est-ce que le rayon imaginaire va s'ouvrir aux nouvelles plumes? Absolument. Et j'espère bien. Tout éditeur a envie de découvrir des talents et a envie de faire émerger des talents. Donc, en 2022, je ne publie que 6 titres. En fait, cette collection, elle n'a pas vocation à remplir des cases pour remplir des cases. Ce sera vraiment des coups de cœur, ce sera vraiment des choix très forts et des envies de partager du plaisir littéraire. Dans les découvertes, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a aussi... Analogue virtuel. Voilà, Analogue virtuel. Donc, ça c'est une couverture juste collée dessus. C'est une jeune autrice indienne et c'est également son premier roman. Et c'est un genre de dystopie... c'est l'émergence de la SF indienne. C'est une dystopie dans l'esprit de Black Mirror, qui est tout à fait fascinante et dont l'écriture m'a enchantée parce que c'est par petites touches impressionnistes. Et c'est vraiment, ça dessine un monde, mais il y a en même temps une arche narrative très puissante que j'ai adorée. Pardon, je faisais une petite parenthèse. Mais bien sûr, je t'en prie, au contraire. En 2023, j'ai bien l'intention de publier plus de romans déjà, une dizaine sans doute, plus de romans français. Et j'espère bien, car c'est aussi le but d'une nouvelle collection, de faire émerger de nouveaux talents, de nouvelles plumes. Il y en aura. Ouais. Mais je ne dis rien sur 2023 maintenant. D'accord, très bien. Garder son mystère un peu. C'est ça, un peu de mystère. Ouais. Un peu de mystère. Et ben Brigitte, merci beaucoup. Parce que c'était un plaisir de pouvoir échanger sur ta collection et voir ta passion sur ces nouveaux et anciens auteurs et autrices qui ont l'air de proposer en fait des thèmes très importants et même très actuels, même si c'était il y a 50 ans, 100 ans. Donc merci beaucoup à toi. Mais avec plaisir, je crois vraiment que ces littératures nous parlent à nous tous en fait, et c'est ça qui m'intéresse de transmettre. Quant à vous, foncez en librairie voir les livres, parce que je pense qu'ils sont... On leur rend pas encore assez honneur sur la vidéo, vraiment touchez-les, ouvrez les rabats, voilà. Vous voyez ce côté brillant du fer, ce relief magnifique. Et puis écoutez, merci, Louis. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous pour que la chaîne qu'on puisse évangéliser l'imaginaire à tous et à toutes. Exactement. À plus tard. C'est le but. Merci beaucoup.